Voilà, bienvenue à tout le monde. Et comme je disais, ça fait très plaisir de voir tout ce nouveau monde, hein. On commence un premier module à nouveau, donc le cours du CRIA, le chemin vers le CRIA, le cours en ligne. Et puis finalement, on a un joli groupe qui s'est formé. On est une petite douzaine et il y a encore des personnes qui nous contactent au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment typique. On commence avec quelques personnes. On se dit, est-ce qu'on a assez de personnes pour commencer à donner un nouveau cours, un nouveau groupe? Et puis, en le formant, d'autres personnes arrivent et disent, je fais partie du rendez-vous. Donc voilà, merci d'être là aujourd'hui. On commence aujourd'hui, donc c'est à la fois un bienvenue donc à ceux qui nous rejoignent, on va dire, dans le cours en ligne, mais aussi c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui sont déjà dans le cours, hein, on en a qui sont en train pardon, de terminer le deuxième module, qui vont commencer le troisième module. Il y en a qui commencent le premier module et il y en a qui ne sont pas forcément dans le cours en ligne. Et dans tous les cas, bienvenue à tout le monde. L'idée, c'est simplement d'avoir une fois par semaine la possibilité que, où qu'on en soit en fait, hein, dans notre pratique, si on suit le cours, si on ne suit pas le cours, de pouvoir se retrouver, de profiter aussi de la force du groupe, puisque c'est vraiment quelque chose d'essentiel en fait, hein. On va revenir là-dessus souvent. D'ailleurs, Yogananda est là avec nous et nous répéter très souvent l'environnement est plus fort que la volonté personnelle. Et donc, voilà, une des forces vraiment de Ananda, je veux dire, de cette idée de communauté spirituelle, c'est de se regrouper régulièrement. Et c'est la grande bénédiction j'allais dire presque du Covid, hein, c'est que ça nous met en lien. C'est-à-dire qu'avant, on n'était pas autant en lien, et comme on a dû s'isoler, on se retrouve à être tous ensemble tout le temps si on le souhaite. Et donc, on peut choisir dans quel environnement on vit. Donc, ce qu'on vous propose, c'est cet environnement-là, une fois par semaine, pour nourrir, justement. Nourrir quoi? Nourrir l'enthousiasme. Et c'est vraiment le thème, si vous voulez, d'aujourd'hui. On est tout au début Alors, certains arrivent et sont tout au début du premier module, certains sont déjà dans le cours en ligne depuis un certain temps et commencent maintenant le troisième module, merveilleux module aussi, le troisième module, la relation avec le maître intérieur, la relation euh, avec le guide par l'intuition, de très beaux sujets. Et donc, on est toujours dans le commencement de quelque chose. Et quand vous aurez terminé le troisième module, viendra le quatrième, ensuite l'initiation, et après l'initiation viendra la pratique du Kriya Yoga, et ensuite viendra peut-être ce qu'on appelle Higher Kriya, c'est-à-dire les Kriyas plus élevés. On est constamment en fait dans le début de quelque chose. Et ce qui est magique, c'est que quand on est dans le début de quelque chose, on est plein d'enthousiasme, d'appétit pour ce qui vient. Et voilà vraiment un des enseignements de Yogananda, c'est comment rester dans cette découverte, dans cette attitude de recevoir avec enthousiasme. Alors, je vous propose pour commencer, et puis bienvenue à ceux qui nous ont rejoints à l'instant, un petit moment de pratique. On va mettre l'accent sur l'expansion, puisque c'est la thématique pour l'instant tout au début du premier module, et puis on voudrait, voilà, bienvenue. On reste simplement dans cette détente intérieure. Et on amène un instant l'attention dans les narines pour trouver l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Donc les narines ont une certaine longueur et on peut sentir l'air en bas des narines, au milieu ou en haut. On essaie de trouver l'endroit où on le sent le mieux, le passage de l'air. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire.
Voilà, et on va vraiment garder l'attention sur le souffle aujourd'hui. On ne va pas introduire plus que ça, mais profitons-en pour entrer dans la subtilité de cette sensation du souffle. On sent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expiration, mais on sent plus que ça. On sent aussi la qualité de l'inspiration. L'inspiration nous réveille, nous nourrit, rafraîchit l'esprit, tandis que l'expiration nous apaise, nous détend, engage le système nerveux parasympathique. On peut vraiment le sentir. C'est pas juste quelque chose de théorique. On peut vraiment sentir que l'inspire et l'expire ont des qualités très différentes. Et donc, colore en fait constamment notre conscience. Et maintenant, on entre dans le souffle encore plus profondément. Comment on fait pour entrer dans le souffle plus profondément? On s'intéresse au souffle, c'est-à-dire que on veut découvrir plus ou mieux encore apprécier. Une manière très simple, et j'en parle souvent dans les méditations guidées, c'est d'imaginer que le souffle est un nectar, une nourriture délicieuse. En réalité, c'est vraiment la première nourriture du corps. Buvez le souffle et savourez-le encore quelques instants. Sachant que c'est la dernière minute, on en profite encore un peu mieux. Ok, et là on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on arrête de respirer juste quelques secondes, comme si on se libérait un instant de l'obligation de la respiration. Puis on laisse le corps respirer à nouveau à son rythme et on abandonne l'observation du souffle pour simplement prendre conscience de notre conscience. Autrement dit, quel est l'état de ma perception maintenant? De quelle manière le fait d'observer le souffle, le fait de chanter, de contrôler avec les respirations triangulaires, ce qu'on a fait avant, de quelle manière tout ça, ça a changé maintenant ma perception?
Et la qualité, quelle que soit la qualité positive qu'on trouve à l'intérieur, c'est-à-dire peut-être qu'on se sent plus calme, peut-être qu'on sent un certain bien-être, peut-être qu'on sent une légèreté ou une sensation d'espace, ou une perception du corps un petit peu différente. Et donc, ce qu'on peut observer, on l'observe. Et de cette manière, cette sensation, cette expérience va s'épanouir pleinement, comme une lumière qui s'intensifie. Vous savez, comme ces lampes halogènes où on peut intensifier un petit peu la lumière. De la même manière, on laisse cette expérience s'intensifier et on la voit comme une lumière, on l'imagine comme une lumière réellement qui part de l'œil spirituel, donc la jonction des sourcils, et qui envahit progressivement tout le corps. Et on ressent toutes nos cellules, tout notre être baigné par cette lumière. Et ensuite, quand on est bien rempli de tout ça, on le laisse rayonner vers l'extérieur. Puis on ouvre lentement les yeux et on garde cette intériorité tout en étant en contact avec le monde. Prenez vraiment le temps, comme quand vous sortez vous savez, d'un endroit, comme d'une grotte. Voilà, il n'y a pas eu de lumière à l'intérieur. On était vraiment à l'intérieur. Et puis on ressort lentement en contact avec l'extérieur. On fait ça au ralenti pour apprendre à sentir avec cette même richesse, l'intérieur tout en étant les yeux ouverts en contact avec l'extérieur. Voilà, et si vous vous sentez très bien dedans, vous pouvez aussi garder les yeux fermés encore un peu. Je vais simplement aller maintenant dans la partie satsang et je précise qu'il y aura un moment aujourd'hui pour des questions-réponses, euh, en particulier pour ceux qui commencent le premier module. C'est le moment si vous avez des questions, de les noter pour pouvoir soit les écrire dans le chat, soit de nous les poser à ce moment-là. Et, et donc, oui, bienvenue Jean-Marc, le plaisir de te voir, super. Donc, oui, on a un beau groupe aujourd'hui parce qu'il y a tout un nouveau groupe donc, qui commence le cours en ligne. Et donc, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on est constamment dans un nouveau commencement pour d'autres qui sont déjà dans le cours depuis un certain temps. C'est le troisième module qui va commencer. Et ensuite, ce sera le quatrième, et ensuite, il y a le Kriya, etc. Donc, on est constamment à découvrir quelque chose. Et vous connaissez sans doute cette expérience enfin, moi, je me rappelle quand j'étais à l'école et que j'avais les cahiers, les nouveaux cahiers pour l'année qui allait venir. Et ils étaient tout neufs, tout jolis. J'avais un stylo, un cahier, tout était, et il y avait ce plaisir de me dire, voilà, tout est possible. Ensuite,
on remplit les cahiers, etc. Et puis avec le temps, ça perd un petit peu de cette magie parce que c'est des vieux cahiers qu'on a un petit peu, voilà, tordus dans tous les sens, etc. Mais au début, il y a toujours la fraîcheur du nouveau et tout est possible. Et en réalité, c'est cet élan, c'est-à-dire c'est cette attitude-là qu'on a besoin de ressentir. Et là, je profite de cette occasion de commencement, en fait, pour aller vraiment mettre l'accent dessus, en prendre conscience, parce qu'on va avoir besoin de pouvoir la vivre à volonté, en fait, de pouvoir la ranimer à volonté, cette flamme du début, cette flamme de l'enthousiasme. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre cet enthousiasme? En fait, le mot même enthousiasme nous parle. Hein. Enthousiasme, ce qui signifie l'esprit dans la matière. C'est-à-dire quand on dit de quelqu'un, voilà quelqu'un qui a beaucoup d'esprit, euh, il a de l'humour. En réalité, c'est parce que il y a quelque chose de vivant dans cette personne qui peut, à partir de l'instant présent, réagir, agir, voir ce qui est drôle peut-être aussi, naturellement à ce moment-là. Et avoir de l'enthousiasme, c'est vraiment avoir de l'esprit. C'est en fait avoir de l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas avoir beaucoup de connaissances intellectuelles, mais c'est est-ce que je peux être enthousiaste? Est-ce que je peux avoir un élan de vie, avoir comment être libre en réalité de réactions émotionnelles. Littéralement, c'est ça en fait. Hein. Plus on est dans des réactions émotionnelles, etc., plus on est dans une, on va dire, lourdeur intérieure à ce niveau-là, et plus ça va être difficile de sentir cet enthousiasme ou cette intelligence. Mais plus on est libre de ça, et plus on va la sentir. Alors, comment on fait euh, pour rester dans cette intelligence? Et là, on peut observer un petit peu les grands génies de notre temps. On va dire, par exemple, Einstein, qui est quand même un des grands génies du XXe siècle, qui a découvert beaucoup de choses. Et on voit chez quelqu'un comme lui cette capacité à s'émerveiller. C'est-à-dire, il y avait à la fois une dimension scientifique, ok, on va trouver des choses, on va les vérifier, on va les expliquer, on va avancer méthodiquement, et en même temps, il y avait cette capacité à sentir les choses intuitivement et à s'enthousiasmer pour la vie. Et c'est ça, en fait, qui ouvre l'intelligence. Littéralement, c'est une porte, si vous voulez, on ouvre une porte pour que la conscience euh, s'ouvre, en fait, à un champ d'expérience. Et c'est vraiment en fait, c'est ce qui va nous permettre d'avancer rapidement dans tout ce qu'on essaye de faire, dans tout ce qu'on veut accomplir. Alors nous, on est maintenant dans une démarche de croissance spirituelle. Donc on est dans l'idée d'aller vers la méditation, de rentrer dans des expériences de plus en plus profondes. Mais on peut appliquer ça à toute chose en fait. Hein. Si on commence par exemple un instrument de musique, j'avais un ami comme ça qui avait commencé le violon à un moment avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de passion. Donc il écoutait les grands musiciens. Et puis naturellement, il a été en contact parce qu'il y avait cet enthousiasme-là avec une très bonne prof qui était russe, qui connaissait voilà une technique particulière. C'était vraiment une grande chance d'avoir trouvé cette personne. Et donc il a progressé. Et puis, à un moment, l'enthousiasme a un peu disparu, et puis s'est intéressé à d'autres choses, et puis voilà, sa vie l'a emmené vers d'autres choses. Mais la qualité, en fait, de l'enthousiasme, c'est aussi quelque chose qui attire à nous des opportunités. C'est aussi quelque chose qui nous place dans des situations qui nous permettent de grandir plus rapidement. Et quelle que soit la chose, en fait, on va accomplir. Et donc, ici, on va l'appliquer, bien sûr, à la méditation, à la démarche de grandir spirituellement, mais vous pouvez tout à fait voir ça dans tout ce que vous voulez entreprendre. En fait, comment, et ça vous le savez sans doute déjà, et on va en parler d'ailleurs dans les petits groupes ensuite, on va trouver nos manières de garder de l'enthousiasme pour quelque chose. Maintenant, euh, tac, tac. Oui, il y a une image que j'aime bien alors, pardon, je vais juste rester un petit peu avec ça encore. Oui, la spiritualité, on va dire s'intéresser à la méditation,
c'est quelque chose de particulier, dans le sens, à la fois c'est un champ d'activité comme un autre, on pourrait dire, hein, bon, on aime par exemple la pêche, ok, on s'intéresse à la pêche, on aime peut-être marcher dans la montagne, ok, ça peut être des passions comme ça on a envie de s'investir là-dedans, on va acheter des nouvelles chaussures, on va lire par exemple le guide des randonnées de montagne dans le coin ici, où on va organiser et planifier une sortie. Donc tout ça, ça va faire qu'on va amener en fait de l'énergie et des pensées pour planifier quelque chose, en fait, pour nourrir, et ça va automatiquement nourrir une passion. C'est-à-dire on va sentir cet élan pour le faire, on va amener plus d'énergie là-dessus en y pensant, en lisant des livres, en lisant, en écoutant un podcast sur la manière de marcher en montagne. Vous savez, il y a tellement de podcasts, on peut vraiment s'intéresser à tout. Et donc, à partir de là, l'enthousiasme va être nourri, va grandir. Ensuite, on va aller marcher, on va avoir une très bonne expérience, on va revenir, on va planifier la semaine, le week-end prochain, on va dire, mais on va prendre une semaine entière pour aller de refuge en refuge, etc. Et en fait, c'est exactement la même chose qu'on a besoin d'appliquer dans notre cheminement spirituel. Vraiment partir dans cette aventure du chemin vers le Kriya, qu'on aille jusqu'au Kriya ou que ça soit pas pour nous, mais qu'on ait envie d'apprendre simplement les bases de la méditation et peut-être le deuxième module également aussi. Quel que soit jusqu'où on veut aller ensemble, la croissance spirituelle est toujours avec nous, quel que soit notre chemin en fait. On est un esprit dans un corps et on est là pour grandir spirituellement. Et donc on a la chance, nous on a ce privilège d'une certaine manière de s'intéresser à la croissance de l'esprit. Maintenant, comment faire pour rester enthousiasmé? On applique les mêmes principes, c'est-à-dire que si on est passionné par quelque chose comme la marche en montagne, on va tous les jours un petit peu parce qu'on a envie de le faire. On va se renseigner là-dessus, etc. Et ça va nourrir notre enthousiasme. Et de la même manière, si on veut rentrer dans ce cheminement spirituel avec de l'élan et dans la longueur, et c'est en fait vraiment ça qui va nous donner accès à des états de méditation, à des états de bien-être, une transformation, si vous voulez, de la conscience, on a besoin d'appliquer les mêmes principes ici. Donc, comment faire pour nourrir l'enthousiasme au jour le jour? Alors, bien sûr, la première clé, et ça, c'est vraiment l'objet du premier module, et c'est bien de s'en rappeler régulièrement, même si on a déjà fait le premier module, ça va être d'apprendre en fait à aimer méditer, c'est-à-dire de méditer tous les jours va nous donner envie de méditer tous les jours. C'est comme si vous buvez du thé tous les jours, vous aurez envie de boire votre thé chaque jour. Si vous le manquez, vous allez sentir quelque chose qui est bizarre, qui manque ici. Et de la même manière, si je rentre dans l'habitude de méditer tous les jours, même un petit peu, même juste 5 minutes, ensuite, quand je vais rater cette méditation, je vais me sentir un petit peu bizarre, légèrement il y a quelque chose qui manque ici. Et donc, cette habitude va faire que je vais vouloir retrouver ma méditation. Ensuite, une fois que je suis dans cette méditation régulière, je peux accroître le temps et je peux accroître l'envie de méditer. Il y a aussi d'autres manières de faire et ça, c'est une manière qui fonctionne très bien et que vous pouvez tout à fait adopter, c'est celle de lire, c'est-à-dire de lire des textes de lire des livres de personnes qui ont médité profondément, qui ont atteint des états de conscience profonds, comme par exemple l'autobiographie d'un yogi, bien sûr, si vous voulez en plus vous accorder un petit peu avec ces enseignements dans les modules, dans le cours en ligne, c'est une très bonne idée de lire l'autobiographie puisque tout vient de Yogananda et que c'est la description justement de son parcours, de sa vie et beaucoup de ses rencontres avec des saints. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi beaucoup nous aider. Comment garder la flamme allumée pour longtemps, c'est aussi savoir la gérer, cette flamme. Vous savez, c'est comme on a une petite flamme et puis on décide de faire un feu d'artifice. Ok, on fait tout exploser d'un coup. Ensuite, la fumée se dissipe et puis il y a peut-être plus de flamme. Donc on a besoin de faire attention aussi à quelle vitesse on fait ça, c'est-à-dire comment on nourrit cette flamme-là. Est-ce qu'on met 3 bûches d'un coup sur une petite flamèche, on va l'éteindre. Si on met des petites branches, ok, petit à petit, on va pouvoir la faire grandir. Et une fois que ces branches, ces brindilles, ces branches seront pris, on pourra mettre une bûche.
Et là, on aura un beau feu, et on pourra mettre deux bûches par-dessus. Et là, on pourra inviter des gens, et on pourra réchauffer même nos amis avec cette flamme-là de la méditation et de la spiritualité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait aussi avec un équilibre. On peut pas, si on rentre dans la méditation et qu'on a beaucoup d'enthousiasme, on se dit, OK, allez, c'est parti, je vais méditer 1 heure par jour parce que je veux avancer très vite. On risque d'amener une trop grosse bûche sur une petite flamèche. On a besoin vraiment de voir là où on en est maintenant et puis de voir, OK, j'ai du plaisir à méditer 5 minutes par jour. 10 minutes, ça commence à faire un peu long. Eh ben, je vais essayer d'arriver à 6 minutes. OK? À 7 minutes. Peut-être que pendant une semaine, j'essaye 6 minutes et puis la semaine prochaine, je rajoute 1 minute. Vous voyez, vraiment, je prends cet exemple de 5 minutes, ça paraît peut-être très peu, mais il y en a pour qui c'est déjà beaucoup et on a besoin de vraiment commencer là où on est aujourd'hui pour pouvoir grandir à partir de là. Maintenant, ça en soi, ça va beaucoup nous aider, mais en effet, de rester dans l'environnement de personnes qui sont vous savez, il y a une phrase de Yogananda qui me revient, c'est un, un, un charbon ne devient pas ardent tout seul, les charbons ardents, on dit ça, brûlant, c'est-à-dire un charbon ne devient pas rouge tout seul, mais quand on le place à côté d'un charbon qui est déjà rouge, qui est déjà brûlant, alors il va devenir brûlant lui-même. Et donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider et qui revient aussi à dire l'environnement est essentiel, est plus fort que la volonté personnelle. C'est-à-dire si je peux euh, me mettre par une lecture régulière dans l'environnement d'un saint, dans l'environnement en fait de quelqu'un qui est allé au bout du chemin spirituel simplement. On ne parle pas ici d'une religion particulière, mais vraiment de quelqu'un qui a atteint cet état de réalisation. Alors naturellement, je vais profiter de cette chaleur, si vous voulez, de cette braise brûlante de la réalisation de cette personne, et je vais commencer moi-même à alimenter cette flamme à l'intérieur de moi. Et donc ça, c'est quelque chose de très fort, de très puissant, si vous voulez, et que je vous recommande chaudement. C'est-à-dire de prenez un livre, que ce soit l'autobiographie d'un yogi ou peut-être de livres sur un saint qui vous parle particulièrement ou simplement une personne très inspirante. Ça peut être quelqu'un qui a amené quelque chose de bon sur Terre, voilà, qui est connu pour quelque chose d'inspirant. Et là, de lire 1, 2, 3 pages par jour avant de méditer, par exemple, ça peut tout à fait amener notre conscience dans la bonne direction et attiser cette soif d'avancer spirituellement pour nous aussi aller dans cette direction-là. Alors, il y a aussi quelque chose qui est bon à savoir, c'est que quand on est avant d'arriver à quelque chose c'est-à-dire ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le jazz. Je vais vous donner cet exemple, ce sera plus facile. Donc j'étais musicien de jazz pendant longtemps, tromboniste, et puis voilà, 1000 méthodes pour apprendre le jazz. Le jazz c'est assez complexe, il faut apprendre les accords, à improviser là-dessus, tout ça. Donc il y a plein d'exercices, plein de choses, et ça peut être soit rébarbatif, soit intéressant, ça dépend vraiment comment on le prend. C'est pareil pour la méditation en réalité. Et, et donc, j'ai trouvé, voilà, learning jazz faster, quelque chose comme ça, un truc vraiment typiquement américain. Donc, voilà, apprenez le jazz à toute vitesse, vous pouvez apprendre encore plus vite, super, je regarde. Il y avait en fait des très bonnes idées sur ce site internet. Et notamment, il y avait quelque chose que j'ai toujours retenu qui disait, avant d'atteindre une nouvelle maîtrise avec votre instrument ou avec quelle que soit la chose dans votre vie, en fait, il y aura quasiment systématiquement un moment de sécheresse. C'est-à-dire que on est là, on est dans l'enthousiasme d'apprendre quelque chose, on fait les gammes, on travaille les arpèges, on commence à rentrer dedans, on est content de le faire, on découvre cette méthode. Et puis à un moment, on a l'impression de plus avancer et on commence à se décourager. C'est là où, si on continue encore un petit peu, après la difficulté vient la maîtrise. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup nous aider si on le sait aussi. C'est-à-dire que si vous sentez, vous savez, on entend parler de ça dans beaucoup de saints font cette expérience-là aussi avant la grande réalisation ou avant une grande réalisation.
une sorte de nuit de l'âme, c'est-à-dire une sorte de sécheresse comme ça. J'arrive plus à sentir le bien-être que je sens d'habitude dans la méditation. J'arrive plus à sentir l'élan et l'enthousiasme pour ça. Et ces moments-là, en fait, sont précieux. Si on les connaît, on sait, OK, là, il y a un test qui est là. C'est pas seulement réservé à juste avant la grande réalisation, on va dire, d'un saint. C'est quelque chose qui peut être, dont on peut faire l'expérience, en fait, dans la vie de tous les jours, un petit peu tout le temps. Et donc, quand on est dans la pratique de la méditation, aussi, on va avoir ces moments-là, on va sentir, OK, là, j'avance, c'est vraiment agréable, c'est super, c'est un plaisir. Et puis, au bout de certains temps, j'ai l'impression que ça devient un peu mécanique, il y a quelque chose qui se perd. Et donc là, si on sait que c'est quelque chose qui est à la fois normal, on va dire, naturel et nécessaire aussi, on est mieux armé pour passer à travers. Et donc les outils pour nourrir l'enthousiasme dans ces moments-là, ça peut être en effet que la méditation devient moins, comment, agréable, dans ce cas-là, on peut tout à fait se dire, OK, ben, je vais continuer de garder mes temps de méditation tous les jours, mais je vais les commencer avec la lecture de quelque chose que j'aime vraiment lire, quelque chose qui me passionne de toute façon, justement, l'autobiographie d'un yogi, un autre livre. OK, j'en lis deux, trois pages et je rentre dans la méditation de cette manière. Et puis ça devient vraiment sec. OK, j'en lis trois, quatre, cinq pages. J'arrose avec un petit peu plus de quelque chose de ludique, si vous voulez. Donc ça, ce sont juste quelques, voilà, quelques conseils. Et enfin, cette image, avant d'ouvrir aux questions, questions, réponses. Je regarde un petit peu si je voulais vous dire quelque chose d'autre. Oui, peut-être simplement, vous savez, on a cette image donc de Einstein aussi. Je crois que c'était Thomas Edison. Je suis pas tout à fait sûr du nom. En tout cas, celui qui a, oui, vraiment inventé les lampes, ou le fait de faire passer un courant électrique dans une lampe et de faire de la lumière avec ça. Et qui avait eu un nombre d'échecs, enfin voilà, de tentatives non fructueuses assez impressionnants pour finalement réussir à faire briller une lampe. Et on lui a demandé, on lui a posé cette question, vous avez échoué tant de fois, comment est-ce que vous avez gardé l'élan pour arriver jusqu'à réussir? Et puis il a dit, ben, en fait, j'ai jamais considéré que j'avais échoué. J'ai simplement considéré que je n'avais pas encore réussi. Et ça fait une grande différence. C'est-à-dire qu'on peut voir un, un- comment dire, le fait de, voilà, je veux par exemple atteindre le retrait d'essence. On va parler du retrait d'essence aussi pour ceux qui sont dans le premier module. À un moment, c'est vraiment une phase, une étape importante qu'on voit aussi dans le deuxième module. Et ce retrait d'essence, c'est quelque chose de très agréable. C'est-à-dire, on veut atteindre le retrait d'essence. Est-ce qu'on va l'atteindre du premier coup? Certains, oui. Je me rappelle avoir guidé des méditations pour des amis, et puis il y en a une qui est venue me voir à la fin et qui a dit, c'est drôle, je sentais plus mon corps. Et en fait, c'est simplement ça. C'est-à-dire que l'essence se retire du corps, comme quand on va se coucher, et on se retrouve libéré de la perception du corps. Ok, super. Pour certains, ça arrive très rapidement parce que c'est mûr, c'est le moment de le faire. Pour d'autres, ça va demander un certain temps. Ça va demander d'essayer et d'essayer. Et de voir le fait de ne pas y être encore, non pas comme j'ai encore raté, mais je n'ai pas encore réussi, je suis sur le chemin, je me rapproche de plus en plus de cette expérience-là. Maintenant, l'autre chose qu'on peut retenir de cette image, c'est aussi d'être un scientifique. C'est-à-dire, et j'ai vraiment d'insister beaucoup là-dessus, je suis venu vous donner la science du yoga, c'est-à-dire les connaissances scientifiques de l'union avec le soi. Pourquoi scientifique? Parce que qu'est-ce qui définit en fait quelque chose de scientifique? C'est une expérience qu'on peut reproduire à volonté en utilisant les mêmes
ingrédients. On crée une expérience, on reproduit l'expérience, on aura le même résultat. Et donc là, on peut vérifier scientifiquement quelque chose. Et donc nous, on peut faire la même chose, c'est-à-dire qu'avec les différents éléments en fait de la méditation Hongso, on va arriver à des états en répétant cette expérience-là, en répétant ce même processus, on va retrouver cet état-là. Et même on va aller plus loin petit à petit. Et donc c'est là où je vous conseille, où je vous encourage à expérimenter. Et je vous donne juste cette expérience que j'ai fait moi-même et qui m'a beaucoup fait avancer aussi, c'est que je me suis rendu compte à un moment en lisant certaines choses que le plus on entre en fait, on va en entendre parler dans le premier module, à l'intérieur, plus on calme la conscience et plus le cœur va se calmer également. C'est-à-dire qu'on va avoir moins besoin d'oxygène, moins besoin d'énergie, parce qu'on va aussi moins penser, parce qu'on va aussi retirer l'énergie qui est dans les muscles d'habitude et qui, sans qu'on s'en rende compte, brûle. C'est-à-dire les tensions en fait inconscientes qui sont dans les muscles brûlent de l'énergie et demandent plus de respiration, de battement du cœur, d'agitation intérieure. Et donc voilà, j'ai lu ces choses, et je me suis dit c'est vraiment intéressant. Je me suis acheté une montre à l'époque parce que voilà, j'avais, vous savez cette montre qu'on se met autour du poignet et qui mesure les battements du cœur. Et j'ai commencé à méditer en observant l'état intérieur et ensuite à regarder à quelle fréquence mon cœur battait. Et ça a été vraiment une expérience intéressante. Pendant 2, 3 mois, je me suis amusé avec ça et je me suis rendu compte que à une certaine fréquence de battement du cœur, c'est-à-dire vraiment quand elle descendait en dessous d'un certain chiffre, en dessous de 50, autour de 40, je me sentais extrêmement bien. Et donc ça m'a donné simplement ça m'a donné quelque chose à expérimenter, ça m'a donné quelque chose sur lequel focaliser mon attention et ça m'a donné aussi beaucoup d'enthousiasme pour la pratique de voir et de lire ici sur les battements du cœur, sur le ralenti du battement du cœur et le ressenti intérieur, sur l'apnée, par exemple, faite par des personnes qui restent sous l'eau pendant 7 minutes et que eux témoignent aussi d'un bien-être phénoménal et qu'ils ont quelquefois vraiment un effort à faire pour remonter à la surface parce qu'ils sont tellement bien là où ils sont. Et donc, je me suis rendu compte que en m'intéressant moi-même à ça, finalement, j'arrivais à développer cette expérience personnelle euh, en faisant une sorte de recherche scientifique personnelle. Donc c'est quelque chose que voilà, je vous conseille aussi. Alors je vous conseille pas forcément d'acheter tous une montre pour regarder la fréquence cardiaque quand vous méditez, mais de trouver des manières d'expérimenter. Peut-être que ça va être de mettre l'accent sur le chant, par exemple. Je vais chanter toujours le même chant avant de rentrer en méditation pour voir qu'est-ce que ça approfondit. Ou je vais méditer à tel moment dans la journée pour voir qu'est-ce que ça change. Je vais méditer pendant la nuit, peut-être, ou avant de me coucher un peu plus longtemps, ou tôt le matin, et voir ce que ça change.